Bonsoir, le talk Orange Le Figaro reçoit ce soir Bruno Gollnisch, vice-président du Front National et candidat à la succession de Jean-Marie Le Pen à la tête du parti. Bonsoir Bruno Gollnisch. Bonsoir Monsieur Tabar. Alors avant de parler du Front National, parlons de l'actualité. On le sait aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a décidé de supprimer la Garden Party, la fameuse Garden Party de l'Élysée le 14 juillet. Est-ce que c'est un bel exemple d'économie des deniers de l'État ou est-ce que c'est un gadget ? Je crois que c'est un gadget. Je pense que la Garden Party, c'était tout à fait traditionnel. Tout dépend évidemment de savoir qui l'on invite. On peut inviter autre chose que les corps constitués traditionnels. Il est assez naturel, malgré tout, qu'une fois par an, des éléments représentatifs de la population française, voire de sa hiérarchie, est un contact personnel avec le président de la République. Non, ce qui est très choquant, c'est un certain nombre d'abus qui sont commis au sommet de l'État. Pas forcément d'ailleurs le cas de Monsieur Woerth, que je n'accuse pas personnellement de malversation. Je pense que c'est quand même une faute de goût, en tout cas, pour le moins, qu'ayant été en charge des finances publiques, il ait été en même temps trésorier du parti majoritaire. Mais il y a eu beaucoup d'abus, des logements de fonction détournés de leur finalité, des cigares de luxe achetés à profusion. D'ailleurs, François Fillon vient d'annoncer qu'il demandait à Christian Blanc de rembourser sur ses données personnelles l'ensemble des dépenses. Oui, d'accord, mais ça traduit ceci, les missions un peu bidons, vous me pardonnerez l'expression, qui sont des lots de consolation à des ministres qu'on n'a pas repris, et beaucoup d'autres choses encore traduisent une désinvolture au sommet de l'État, dont je dois dire le chef de l'État a donné un peu l'exemple dès sa soirée d'investiture au Fouquet's et par d'autres manifestations. Alors vous avez cité le cas d'Éric Woerth, en le distinguant d'ailleurs des autres exemples ministériels. On écoute François Fillon hier qui a pris sa défense à l'Assemblée nationale. Éric Woerth a toute ma confiance et j'ajoute aujourd'hui devant vous toute mon amitié dans l'épreuve qu'il traverse. Je ne laisserai pas son honneur traîner dans la boue pour quelques misérables petits calculs politiques. Je ne laisserai pas la démocratie s'égarer sur le chemin des règlements de compte. Alors, cette affaire précise concernant Éric Woerth, c'est on traîne l'honneur d'un ministre dans la boue, selon vous? Je regrette que M. Fillon, quand il était ministre de l'Éducation nationale, ait eu à mon égard, et à l'égard de la présomption d'innocence à laquelle j'avais droit, exactement le réflexe inverse, et ait couvert de son autorité une persécution dont j'ai finalement été blanchi au bout de 5 ans par un arrêt éclatant de la Cour de cassation française. Mais je crois que M. Woerth a droit à la présomption d'innocence. Il n'est pas accusé de malversation, il est accusé d'un possible conflit d'intérêts. Encore une fois, quand on est ministre en charge des finances publiques, c'est une question de décence que de ne pas être en même temps le trésorier du parti majoritaire. Voilà, on peut le dire, ça n'est pas une attaque infâme contre M. Woerth. Alors l'autre sujet d'actualité, c'est la défaite des Bleus à la Coupe du Monde de football. On ne doit pas commenter la prestation sportive, mais est-ce que selon vous, cette déroute de l'équipe de France reflète quelque chose de l'état de la société française? Oui, d'abord, je trouve qu'on en parle beaucoup trop. Parce que c'est un jeu, après tout. C'est un jeu. Alors on passe de la petite baballe à Roland-Garros, à la grosse baballe au football, et puis bientôt ça va être le vélo avec le Tour de France. Ce sont des manifestations sympathiques, mais qui ne méritent ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. Il ne s'agit pas quand même, dans une société qui est traversée par une crise très grave, on a l'impression un peu dans la Rome de la décadence, panem et circenses, du pain et des jeux, c'est-à-dire la sécu, et puis le tiercé, le loto, le loto sportif, etc. Et bien sûr le foot qui remplace les jeux du cirque. Je trouve que c'est trop, voilà, qu'on en parle trop. Ceci étant, il est évident que la déroute de l'équipe de France, c'est aussi quand même une déroute idéologique, parce que c'est une certaine idéologie d'exaltation de la prétendue diversité qui avait présidé à sa composition. Mais ça avait marché en 98. L'interrogation de Georges Frêche, dont on a fait tout un plat, n'était pas complètement tout à fait infondée, tout de même. Et alors aujourd'hui, tout le monde critique l'équipe de France, son entraîneur, ses joueurs, etc. Marine Le Pen était la première à dire qu'elle ne se reconnaissait pas dans cette équipe. Tout comme elle avait été la première à pointer le problème du quick halal de Roubaix. On n'a pas le sentiment, en tout cas on entend beaucoup dire ça, que c'est un peu toujours elle qui lève les lièvres et puis que vous, on ne vous entend pas. Non, je crois que nous avons soulevé la question du quick halal de Villeurbanne avant celui de Roubaix, mais ça n'a pas d'importance, que ce soit Marine Le Pen ou moi-même, et quand même Jean-Marie Le Pen qui est toujours président du Front National. L'important c'est que le mouvement s'exprime, elle le fait très bien, ça n'est pas un problème. Mais est-ce que la médiatisation de ces prises de position ne souligne pas votre problème, à savoir que
Je suis un petit provincial. C'est ma faiblesse, mais c'est aussi une force. Mais grâce à votre invitation, Monsieur Tabar, le déficit médiatique commence à se combler. Alors, parmi les internautes, il y en a qui cherchent à comprendre la différence entre vous et qui vous demandent si, entre Marine Le Pen et vous, la différence n'a trait qu'à la personnalité ou bien, dit-elle cette personne qui s'appelle Jag, y a-t-il une ligne de fracture idéologique ou doctrinale entre vous deux? Et, comme j'ai eu l'occasion de le dire déjà, je crois que c'est à Marine de répondre en premier à cette question, puisque son émergence médiatique s'est faite sur le thème de la dédiabolisation, de la déringardisation, on allait apporter quelque chose de tout à fait nouveau, on allait rompre avec un certain nombre d'idées ou de doctrines qui étaient celles du Front National jusqu'alors. Je ne dis pas d'ailleurs que c'était la position de Marine elle-même, mais c'est comme cela que vos confrères, en tout cas, l'ont présenté, sans qu'elle proteste beaucoup. Par conséquent, c'est à elle de dire en quoi elle apporte quelque chose de nouveau. Moi, mes positions sont connues. J'ai présidé en quelque sorte à la rédaction des programmes successifs très complets du Front National. Je crois être en mesure d'apporter un certain nombre de choses, peut-être plus ou mieux que Marine Le Pen, qui alors, dans certains domaines... Quels sont les domaines sur lesquels vous je crois que l'un des problèmes que rencontrent nos convictions, c'est que beaucoup de gens pensent que la défense du sentiment national est assimilée à un nationalisme agressif. Et en quelque sorte, c'est le fameux discours de Mitterrand au Parlement européen, Mitterrand à l'agonie, qui a dit dans un discours brillant mais faux, le nationalisme, c'est la guerre, alors qu'on a tué plus au siècle dernier au nom de l'internationalisme. Je crois, être en mesure, je suis en mesure de prouver que notre sentiment national est compatible avec des relations internationales harmonieuses, avec des amitiés avec les autres nations. Je puis montrer qu'il y a une compatibilité entre notre défense de la nation française, de son identité, de sa souveraineté, et celle des autres peuples qui le comprennent très bien, et je le vis au quotidien, puisque je suis le président de l'Alliance européenne des mouvements nationaux, qui a été constituée avec l'aval du Front National et d'autres mouvements qui rencontrent les mêmes ennemis, utilisant les mêmes méthodes de diabolisation et souvent avec les mêmes buts et les mêmes procédés. Je crois aussi que je puis apporter un certain nombre de choses. J'ai une expérience, et je crois assez performante de la vie politique en Assemblée. Je pense être en mesure de rassembler au-delà de notre mouvance actuelle, et pas seulement... Par exemple, en faisant revenir des gens qui étaient Front National après Bruno Maigret ou après d'autres. C'est pas seulement ça. Il y a des gens qui sont tout à fait en dehors du Front National, qui n'en ont jamais été membres, mais qui sont un peu orphelins. Je pense qu'il y a une frange de la gauche patriotique qui est orpheline aujourd'hui, par exemple, de Monsieur Chevènement. Les gens qui ont ratifié. Chez Jean-Luc Mélenchon, cela, par exemple. Eh bien, je peux sans doute le niera-t-il, mais je n'ai pas de si mauvaise relation que cela avec Monsieur Mélenchon, mais il faudrait qu'il se débarrasse de ce qui lui reste d'oripeaux marxisants, bien sûr. Je pense aussi, par exemple, aux gens qui ont suivi Monsieur de Villiers, lequel aujourd'hui ne fait plus rien, il faut bien le dire, et s'est rallié à l'UMP sans manifester beaucoup sa différence. Alors, il y a là des gens conservateurs, dans le bon sens du terme, conservateurs de certaines valeurs, de certaines attitudes, d'une certaine discipline de vie, d'une certaine tradition, qui ont un peu peur du Front National et dont je souhaiterais, moi, qu'ils rejoignent nos rangs. Alors, au Front National, il y a quand même deux échéances. Il y a d'abord donc le congrès de janvier prochain qui va désigner le président du Front National. Et puis, bien sûr, il y aura ensuite le choix du candidat à la présidentielle. Est-ce qu'on entend certains dire, après tout, que l'un prenne le parti et que l'autre soit candidat? Marine Le Pen, elle dit non. Elle dit celui qui est président, c'est le candidat naturel à la présidentielle. D'une certaine façon, elle a raison. Celui qui est chez nous, qui est à la tête du mouvement, est le candidat naturel à la présidence de la République. Ceci étant, moi, j'ai l'habitude de prendre les échéances les unes après les autres. Pour le moment, je suis candidat à la présidence du Front National. C'est une fonction extrêmement exigeante. Je le sais pour avoir vécu aux côtés de Jean-Marie Le Pen pendant des années. C'est une fonction périlleuse. C'est une fonction qui peut être exaltante aussi parce que c'est mener un combat contre, il faut bien le dire, beaucoup de pouvoirs établis en France, hors de France, avec d'autres. Et je crois que je suis un candidat sérieux et crédible. Alors, il y a une question tactique ou stratégique qui a été posée à nouveau au lendemain des régionales, c'est la possibilité ou non pour le Front National de faire alliance avec l'UMP si l'UMP est en panne d'alliés.
Vous êtes plutôt sur la ligne qu'il faut rechercher cette alliance? Non, non, je ne recherche rien du tout. Et là-dessus, il y a peut-être eu un malentendu. Je ne recherche rien, mais je n'exclus rien dès lors que nous aurions des partenaires, mais pas forcément l'UMP. Pas forcément l'UMP. À qui d'autre? Mais dès lors que nous aurions des partenaires qui seraient désireux de s'entendre pour réaliser une partie de notre programme. Je vous rappelle que Jean-Marie Le Pen, qui est quand même un homme assez intransigeant, à juste titre dans ce domaine, a parfaitement avalisé l'attitude qui a été la nôtre, qui consistait à faire élire un certain nombre de présidents de région RPR, UDF, plutôt que de laisser passer des présidents de région socialistes ou communistes minoritaires. Ce sont leurs propres amis, Jacques Chirac en tête, qui se sont mis en travers de cela. Donc, moi, je suis là, pour tout dire, de tendre la main à des gens qui ne le souhaitent pas, qui ne le méritent pas, qui parfois ont les mains sales, et qui, quand on leur fait un cadeau, ne savent même pas dire merci. Mais si jamais il se présentait un jour dans la vie politique française des gens qui seraient disposés à une entente loyale et à la prise en charge d'une part substantielle de nos engagements, la balle est dans leur camp, on verra bien. Mais cela ne m'obsède absolument pas, et je crois que notre petite pelote, si elle augmente, et si d'aventure nos concurrents éclatent, ce qui est parfaitement possible. Vous voyez ce qui se passe avec Monsieur de Villepin, par exemple, en ce moment. Eh bien, elle peut être plus importante que celle des autres. Et le gouvernement est très mal fondé, très mal inspiré, en changeant une fois de plus le mode de scrutin aux élections locales pour instaurer un scrutin majoritaire qui pourrait lui revenir comme un boomerang dans la figure. Pour terminer d'un mot très précis sur le Congrès, vous aviez émis quelques craintes sur les conditions à la fois de parrainage des candidatures et de déroulement du Congrès. Aujourd'hui, vous êtes rassuré sur les conditions d'équité du Congrès? Il n'y a pas que la question des parrainages. Donc les autres conditions, je vais écrire prochainement et parler, bien sûr, avec Jean-Marie Le Pen, avec Marine et avec notre bureau des conditions effectives de la campagne qui va s'ouvrir, je pense, à la rentrée. Et je vais demander effectivement qu'il y ait une certaine équité dans les moyens. J'avais demandé, je suis étonné que cela m'ait été reproché, j'avais demandé l'anonymat des parrainages tout simplement parce que cet anonymat était la garantie d'une totale liberté de choix. Donc maintenant vous l'avez. De la part de gens qui sont les préfets du mouvement. Je suis en mesure de vous dire que contrairement à certaines attentes, je dispose aujourd'hui d'un nombre suffisant de parrainages pour me présenter à la présidence du Front National. Bruno Gollnisch, merci. Merci, M. Tabar. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Talk Orange Le Figaro.